Et nous voilà de retour pour le dernier débat de ce Mediapart Live intitulé Le bal des espions. Alors maintenant, nous avons vu l'entrisme toute pays très offensif. On pourra voir qu'il y a d'autres pays aussi qui ne se privent pas. Et la France n'est pas exempte non plus de toute tentative. Nous avons vu le mythe, le cinéma, la représentation des espions. Là, on va essayer de voir concrètement et de manière le plus pédagogique possible comment travaillent les espions, enfin, dans la limite de ce qui pourrait être dit certainement, avec deux invités. L'un est présent sur site à la rédaction de Mediapart et on l'en remercie, c'est Philippe Hayet. Bonsoir. Donc, bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien directeur adjoint du renseignement à la DGSE et votre dernier ouvrage, qui est une somme qui brosse de manière assez complète et incroyablement précise cet univers. Ça s'appelle Leçons sur le renseignement, que vous avez coécrit avec l'ancien directeur de la DGSE, Jean-Claude Cousseran. Et avec nous, mais de manière un peu plus lointaine, un peu plus distante, Olivier Chopin, qui sera par Skype. Alors lui, il est chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste aussi des questions de renseignement. Il enseigne la sécurité internationale à Sciences Po. Je ne sais plus si j'ai dit, mais je crois que vous aussi, vous êtes professeur à Sciences Po. Et le dernier ouvrage, deux des derniers ouvrages d'Olivier Chopin, c'est Pourquoi l'Amérique nous espionne, donc il n'y a pas que la Russie, et aussi il est co-auteur de Renseignement et sécurité avec Benjamin Houdet, qui est aussi un de nos plus éminents chercheurs sur la question. Alors Olivier Chopin, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, avant de détailler les techniques qui composent le travail des services de renseignement, j'aimerais revenir, Monsieur Hayet, vous décortiquez ce qu'un ministre de l'Intérieur, cherchant à répondre à une polémique, avait qualifié de plum pudding des services de renseignement. Vous détaillez concrètement, c'est-à-dire vous donnez des exemples concrets. Aux États-Unis, vous avez énuméré, il y a 17 services qui composent la communauté du renseignement. Au Japon, 5. En Australie, 6. En France, 6 dans ce qu'on appelle la première communauté, le premier cercle, de la communauté du renseignement, et 18 dans le second cercle. Alors, ma première question à tous les deux, est-ce que c'est impossible de faire simple en matière de renseignement ? Sur les organisations de renseignement, d'abord, cette notion d'une agence de renseignement, d'un service de renseignement, est une notion relativement récente, puisqu'elle date du 19e siècle. Si on fait un flash historique, le renseignement est d'abord une pratique, vieille comme la Bible, et même avant. C'est devenu, vers le 17e, 18e siècle, un métier. On en a parlé, j'imagine, plus tôt dans la soirée. Et ça n'est une organisation, donc un service, que depuis le 19e siècle. Il n'y a pas de nombre d'or. Vous avez cité des nombres pour ne parler que des démocraties. On pourrait dire, dans un certain nombre d'États qui sont moins des démocraties, on divise pour régner. Et donc il y a encore, dans la Syrie d'Assad, père, par exemple, il y avait encore plus de services pour éviter qu'un seul service ne concentre toutes les fonctions. Mais nous avons objectivement une croissance depuis quelques dizaines d'années du nombre de services dans beaucoup de pays. Alors pourquoi ? D'abord parce que les modes d'organisation, c'est pas comme l'armée. Je veux dire, il n'y a pas un modèle unique qui s'impose au sein de l'OTAN ou ailleurs. Vous avez des agences qui sont organisées par fonction, des agences contre-terroristes, des agences de contre-espionnage, donc on est sur des fonctions du renseignement. Vous avez des agences qui sont organisées en fonction des techniques qu'elles mobilisent, des agences techniques, la fameuse NSA, le GCHQ à Londres. Bon. Et puis vous avez des rattachements ministériels qui font que certaines agences, notamment dans les pays continentaux comme les nôtres, sont plutôt rattachées au ministère de l'économie et des finances. C'est le cas en France pour deux des services que vous avez cités, enfin du premier cercle. Et donc, voilà. Donc c'est un peu magmatique, en effet. Je rappelle, je le redis, il n'y a pas de nombre d'or. Ce qui paraît important, c'est que cet ensemble soit piloté, coordonné, harmonisé dans ses coopérations, dans sa déconfliction. Bon. Pour revenir à la France, et je m'arrêterai là, le comptage des services a progressé, puisqu'effectivement, en 2008, donc il y a 10 ans, on dénombrait 6 services, ce qu'on appelle du premier cercle.
deux dans chaque ministère, intérieur, défense et économie et finances. Et puis nous arrivons aujourd'hui à un nombre qu'on peut discuter encore, qui est à ma connaissance d'environ 25. Le petit dernier, c'est quoi? Il date de l'année dernière. C'est une question que je vous pose. La task force Non, le petit dernier, c'est le Bureau central de renseignement pénitentiaire. Donc ça veut dire que le ministère de la Justice, lui aussi en France, a son petit service qui travaille sur les prisons. Qu'est-ce que c'est qu'un service de renseignement? C'est ça qui est de garder à l'esprit. Sinon, on parle de tout le monde peut s'instituer, toute administration peut se prétendre service de renseignement. C'est un service qui est habilité par la loi, en principe, à utiliser des techniques spéciales. Bon, et donc en France, on a une loi depuis 2015, il n'y avait rien avant, c'est vrai, si ça vous intéresse, et depuis, un certain nombre de services ont été autorisés, et ça évolue par décret, en l'occurrence la création du renseignement pénitentiaire, pour être autorisés à utiliser des techniques qui sont particulièrement intrusives pour les citoyens sur le territoire national, par exemple la pose de balises sur une voiture, évidemment avec des conditions de contrôle et de pilotage. Voilà. Donc, c'est pas le foutoir. C'est compliqué, on va plutôt dans une expansion, ce qui doit nous conduire à anticiper le fait que, imaginez que demain, on considère en France, vous savez qu'il y a un débat sur la participation des maires, l'information des maires sur les fichiers, etc., mais qu'on imagine qu'on franchisse le pas, puisqu'il y a bien des polices municipales, et qu'on dise, mais après tout, c'est pas complètement idiot que dans certaines grandes municipalités, il y ait des services de renseignement habilités à utiliser, et bien on en aura 40, 50, 60. Vous venez de donner des rêves à plein de maires de France. Mais, Monsieur Chopin, vous, est-ce que effectivement c'est en train de grossir et de devenir un peu compliqué? On l'avait, alors vous m'excuserez, j'ai un peu oublié, mais on avait publié il y a quelque temps le nombre d'organes de coordination, parce qu'à force d'avoir des services de renseignement, il faut que ça communique aussi entre eux. Il y a des petites querelles, on y reviendra. Il y a des organes de coordination entre services, même des organes de coordination entre services, et à force de tellement se coordonner, est-ce qu'on y arrive vraiment et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Chopin, de tout ça? C'est en effet une des vraies problématiques du management public, si on peut dire, de cette politique publique de secret, pour reprendre la formule de Philippe Hayet. Qui est assez importante aux États-Unis, effectivement, avec les 36 organisations qui sont institutionnalisées et qui rapportent à la fois à l'exécutif américain, c'est-à-dire la Maison-Blanche, mais aussi à un certain nombre de ministères de tutelle, et au Congrès des États-Unis, qui a des pouvoirs de contrôle. Ils sont arrivés à une situation où il y a des task force transversales dans toutes les directions, où il y a des coordinations fédérales, des coordinateurs de coordinateurs. Ils avaient essayé de, en quelque sorte, pas simplifier, mais de recentraliser tout cela autour d'une nouvelle fonction à partir de 2004, qui est le directeur national du renseignement, le DNI, qui a un bureau autour de lui. Ce bureau est en excroissance totale, avec maintenant plus d'un millier de personnes qui travaillent à l'intérieur de ce bureau de coordination. Et quand on regarde même l'organigramme interne de l'Office of the DNI, du bureau du coordinateur national du renseignement américain, c'est d'une complexité folle. Quand nous faisons des cours à Sciences Po, Philippe Hayet ou moi-même, on peut passer du temps à décrire ces organigrammes avec les étudiants. Il nous faut parfois des morceaux importants de séances pour le faire. Vous êtes en train de vous révéler que ce n'est pas une spécificité française, donc. En France, on est quand même sur un nombre de services un peu plus limité, j'allais dire raisonnable, mais après, bon, le modèle américain est organisé en fonction de ses besoins et de ses capacités. C'est pas plus raisonnable d'avoir peu de services que d'en avoir beaucoup, si vous êtes capable d'éviter justement soit les redondances, soit le fait que les services vont pas forcément lutter les uns contre les autres, parce qu'il y a beaucoup de mythologie autour de la guerre des services ou des polices. C'est des réalités qui existent, mais il y a aussi très souvent simplement des missions qui sont mises en parallèle, et qui ne vont pas forcément être bien coordonnées. Donc c'est pour ça que la coordination à l'intérieur de chaque État est un vrai problème. C'est presque plus difficile pour un gouvernement de faire collaborer ses propres services sur un objet commun que parfois d'avoir des collaborations horizontales internationales entre des gens qui ont les mêmes méthodes et qui ont les mêmes visions d'un problème. C'est-à-dire qu'un douanier américain, un douanier français, un douanier britannique vont parfois s'entendre beaucoup plus entre eux qu'avec quelqu'un du renseignement militaire, des forces spéciales, ou qu'un analyste de la CIA ou de la DGSE. Donc en fait, il y a aussi toute une notion autour de la coordination qui est la combinaison des méthodologies, parce que le renseignement, là je laisserai Philippe Hayez le dire avec beaucoup plus d'autorité que moi, mais c'est une collection, une constellation
ou un archipel de métiers très différents les uns des autres, et certains services sont spécialisés dans des métiers. Tout à l'heure, Yves Trottignon rappelait une spécificité de la DGSE qui est de combiner beaucoup de métiers qui ailleurs sont confiés à des services différents, avec des structures de coordination au-dessus d'elles. Effectivement, en France, on a un modèle qui tend à resserrer le nombre de services, même s'il y en a de plus en plus en effet, autour de méthodologies qui sont assez transversales et assez verticales à l'intérieur de chaque service. Ensuite, on sait, il y a cette volonté depuis 2008 d'avoir une coordination nationale du renseignement auprès de l'Élysée. Bon, là, ça renvoie aussi à des problématiques très particulières de l'ordre constitutionnel français, qui est qu'il y a à la fois le gouvernement, le Premier ministre, qui est entouré d'un certain nombre d'organes qui doivent coordonner le renseignement un peu comme un objet interministériel, et puis il y a le fait que le chef des armées et celui qui est en charge du domaine réservé, c'est le président de la République, et qu'il doit se doter d'un organe capable, à minimum, de faire remonter les grands éléments de planification et de décision autour de lui. Mais ce Conseil national du renseignement, cette coordination nationale du renseignement, pour l'instant, à ce qu'on en sait, n'a pas eu de vocation opérationnelle. Ils sont supposés produire un peu d'analyse prédictive, mais on reviendra sur cet aspect, sur l'analyse après. Alors, vous parliez tout à l'heure, Olivier Chopin, de guerre des polices, de guerre des services. Bon, laissant entendre qu'il y avait peut-être plus de part de mythe que de réalité. À Mediapart, nous sommes souvent mauvais esprits. On va être conforme à ce reproche qu'on nous fait souvent. Et puis, je vais aller aux meilleures sources. On va citer M. Hayet, qui, dans son livre, et M. Couserand, je ne sais pas de qui ça vient, cite eux-mêmes John le Carré, qui, dans un de ses romans, disait « Les chefs de services de renseignement français qui passaient plus de temps à s'espionner les uns les autres que leurs ennemis supposés. » Donc, ce ne sont pas que des journalistes qui disent ça. Et puis, j'imagine que vous ne nous ferez pas de grandes confessions, mais enfin, on connaît tous les rivalités qui peuvent animer certains services, les rivalités à l'intérieur d'un même service entre certains hommes, certains chefs. Est-ce que cette guerre des polices, cette guerre des services qu'on chronique régulièrement, est-ce que c'est une spécificité française? Et surtout, est-ce que ça nuit véritablement, opérationnellement, au travail des services de renseignement? Est-ce que c'est un frein? Ou au contraire, la rivalité, des fois, est-ce que ça peut être au contraire quelque chose qui pousse? Alors, c'est une question complexe. Bon, le Carré est cité pour sa dérision, c'est un trait de la perfide Albion, et ça, son jugement portait sur une période quand même qui remonte à plusieurs décennies. Bon, mais les services français. Alors, moi, je ne retiens pas, enfin, je ne sais pas ce que c'est que la guerre des services, sauf une commodité de presse. Qu'il y ait une tension, qu'il y ait une rivalité, qu'il y ait une concurrence entre les services, ça ne me choque pas, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que là, on était parti sur une vision un petit peu d'organisation. On voit bien Olivier parler des organigrammes, etc. Et on peut avoir la tentation, si on était au Boston Consulting Group, de faire un jardin à la française, fusionner comme des entreprises, des filiales, des choses comme ça. Derrière, d'abord, le renseignement est une affaire politique et pas une affaire d'entreprise. Et derrière les organisations, ces agences dont nous parlons, en France par exemple, il y a des hommes et des femmes. Bon. Et donc, on est obligé de considérer qu'il y a ce qu'on appelle un ethos, un système de valeurs, parce que on s'incarne, vous employez la notion de bal des espions, c'est une expression qui... Les responsables, les praticiens du renseignement, les professionnels du renseignement, ce sont d'abord des militaires, des policiers, des douaniers, voilà. Et donc, cette sociologie, cette psychologie de douaniers, de policiers, militaires, ou une psychologie un peu plus hybride, personnelle du renseignement extérieur, elle s'exprime assez naturellement par des visions du monde, par une manière de regarder l'autre agence. Bon, ça vaut aussi naturellement sur le plan transnational. Bon. Et donc, c'est pas en soi choquant. Je veux dire, c'est une réalité. Ce serait s'aveugler de considérer que tout ça est un monde qui vient de la même formation, j'espère que non, qui a les mêmes pratiques. Après, il faut les piloter, il faut les diriger. C'est la responsabilité des directeurs d'agence que de créer une émulation et veiller à un bon ordre. Il peut y avoir des rivalités, vous le savez, c'est un peu comme les fractales, entre services d'un même service, entre sous-directions, on a connu ça, Yves Trottignon aurait pu vous parler d'un certain épisode historique pour le renseignement extérieur. Voilà, il faut y veiller. Bon. Après, le pilotage conduit de toute façon à faire travailler ensemble les services.
Qu'est-ce qui justifie la croissance, la diversification du nombre d'agences, l'augmentation de leurs moyens humains, techniques, financiers? C'est la lutte contre le terrorisme depuis 30 ans. Bon. Et donc, s'il y a bien un sujet qui est trans, c'est le terrorisme. On peut pas dire, ça relève, les douanes n'ont rien à faire, le renseignement extérieur doit. Il y a un principe politique qui est que comme c'est une affaire qui frappe les intérêts nationaux, les intérêts français, accessoirement les citoyens et le territoire français, c'est le ministre de l'Intérieur qui est le chef politique, sous l'autorité du président et du Premier ministre, la lutte. Donc tout converge vers le ministre de l'Intérieur et les services qui y sont rattachés. Mais chacun y a sa part. Bon. Et donc, ce à quoi il faut veiller, c'est très difficile, c'est en amont, j'allais dire en aval d'une affaire, ou quand une menace se déclenche, qu'il y ait bien, et on sait qu'il y a eu des échecs, il y a eu des lacunes, il y a eu des limites, donc c'est un travail permanent que de les piloter, que ces services travaillent ensemble. Voilà. Mais faut pas, guerre des services, on a l'impression que ce serait des enfants qui jouent dans un bac à sable à se piquer leur seau. Parfois, ça peut être il faut les écouter. Moi, j'invite quiconque à se livrer à des études sociologiques sur les professionnels du renseignement pour montrer leur diversité, essayer de comprendre comment un policier du renseignement fonctionne, comment un militaire du renseignement fonctionne. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, il est vrai, vous parliez du bureau pénitentiaire tout à l'heure. On a eu aussi un autre exemple, qui me vient, c'est par exemple la création de la DRM qui arrive après la première guerre en Irak, où on constate qu'il y a un manque et qui permet de le combler. Mais en même temps, je poserai une question que vous posez dans votre livre, mais que je poserai à Olivier Chopin. Et franchement, c'est une question ouverte, je n'ai aucune idée préconçue là-dessus, mais est-ce que la distinction entre le renseignement intérieur, c'est-à-dire la DGSI, et le renseignement extérieur, DGSE, est encore pertinente? Est-ce que certains brandissent cette idée de fusion, de faire un super service? Est-ce que ça serait utile, efficace? Est-ce que, au contraire, restons comme nous sommes? Il y a le fantasme de l'unification est intéressant, mais c'est parce qu'il faudrait que la magie bureaucratique permette en fait d'éviter que se reproduisent en interne d'éventuels conflits ou d'éventuels principes de différenciation, comme disait Philippe Hayet, qui se jouent entre les services aussi parce qu'il y a des cultures, des métiers, des cultures organisationnelles et des métiers très différents dans les différents services. Donc ça, je ne crois pas du tout que créer des super services ou regrouper les services ait jamais été la solution. D'ailleurs, on observe plutôt la tendance inverse. Il y a quelques fusions aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, on fusionne par exemple les services de surveillance électronique et celles de cyberattaque, de capacité de rétorsion en cas d'attaque, parce que là, il y a des logiques de moyens et des logiques opérationnelles très fortes. Mais quand on fusionne, c'est toujours compliqué, comme un peu dans l'univers des compagnies privées, une fusion-acquisition, c'est en fait toujours une acquisition. Il y a toujours quelqu'un qui finit par acquérir l'autre. Ça a été une des problématiques de la création de la DCRI puis de la DGSI quand la DST et les RG ont été fusionnés dans un premier temps. Donc non, je crois qu'il y a un fantasme de dire que ce qui se jouerait à l'intérieur d'une hiérarchie administrative serait plus facile à gérer que ce qui se joue à l'extérieur. Après, voilà, par rapport à votre question sur le renseignement intérieur-extérieur, la place du renseignement militaire, un peu comme troisième terme de ce débat entre la DGSI, la DGSE et la DRM, ça renvoie à ce qu'en études de sécurité, on présente comme le continuum sécurité-défense, c'est-à-dire que de plus en plus, la sécurité intérieure dépend de notre capacité de projeter notre puissance à l'extérieur, notamment avec des moyens militaires pour aller opérer au loin sur des éléments de sécurité ici. C'est le sens d'interventions qui ont lieu de la Syrie au Sahel. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas soudainement s'arrêter de suivre un individu dont on aurait tracé le trajet à l'étranger et de tout donner soudainement à un service intérieur. Donc, on a les services extérieurs qui ont des capacités d'action à l'intérieur, des services extérieurs qui ont une forme d'action au loin. Pour sortir du cadre strictement français, le FBI maintenant a des bureaux permanents dans les ambassades d'un très grand nombre de pays, et la loi américaine leur permet de continuer à mener des enquêtes à l'étranger comme s'ils étaient sur le territoire américain. Donc il y a effectivement des formes de porosité de plus en plus fortes. La notion de frontière et la notion d'espace et de territoire, qui sont des vieilles notions géographiques, sont en cours de transformation dans ces notions de sécurité.
Après, c'est quand même sans doute une bonne chose que tout le monde puisse agir dans les deux espaces, mais la spécialité du sien. Et justement, je pense que par exemple dans l'antiterrorisme, il peut y arriver qu'il y ait des couacs et des choses comme ça, mais je n'imagine vraiment pas que les services utiliseraient des occasions ou des suspicions de menées terroristes pour se faire des guerres entre eux. On est quand même sorti vraiment de ces logiques fortes. Et alors là, je ne vous livre pas une connaissance interne, je n'ai aucun lien avec l'intérieur des sphères du secret en tant que tel, mais quand les gens qui sont en charge de ces questions vous en parlent, quand vous les interrogez en tant qu'universitaire, ils remarquent tous qu'il y a éventuellement des compétitions, qu'il y a éventuellement des tensions, notamment effectivement entre les chefs politiques qui ont des carrières à mener ou qui cherchent à avoir l'accès au ministre, l'accès au président, mais quand même, grosso modo, les services collaborent et contribuent tous à la sécurité nationale. Et pour abonder d'ailleurs là-dessus, c'est vrai que, et à Mediapart, on s'en est fait souvent l'écho des problèmes qu'il y avait. Il faut être honnête, depuis 2015 ou peut-être 2016, on a des gens des services, quand on les rencontre, qui nous disent du bien des fois du service d'à côté, ce qui est quand même une évolution notable et ça a l'air plus fluide. Après, on n'est pas dans le secret des dieux, nous non plus. Il y a peut-être des zones de tension qu'on ignore, mais c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens pour l'instant. Mais vous vouliez intervenir. Oui, je voulais compléter la réponse d'Olivier, parce que à votre question sur la fusion possible des services. D'abord, le modèle que vous soulevez dans votre livre. Le modèle de la fusion, j'ai parlé de diversification en Syrie, mais c'est le KGB. Le KGB, c'est l'État renseignement, c'est les structures de pouvoir. Bon, c'est pas tout à fait le modèle auquel on aspire dans une démocratie. Ce qui reste, on peut toujours discuter de resserrement, rapprochement, etc., enfin, sur tous les sujets. Encore une fois, il n'y a pas de modèle qui s'impose dans une démocratie. Mais il y a quand même quelque chose de fondamental, car Olivier a raison de dire que les menaces sont continues. Le terrorisme est un exemple, le crime organisé, les cybermenaces. Donc on est dans le trans, là aussi, transnational. Bon, donc ça justifie une convergence des travaux, mais chacun y a sa part. Bon. On peut aussi faire valoir que les techniques elles-mêmes sont des techniques qui c'est la mutualisation, sont partagées. Il n'est pas anormal que l'imagerie, le renseignement technique, etc. soit partagé. Après, il y a des questions de coût et d'efficience. Ce qui reste, pour justifier la dualité, parce que je crois que c'est ça le modèle dans une démocratie, c'est une dualité qui est fondée non pas donc sur des raisons liées aux menaces, non pas sur des raisons liées aux techniques, mais sur notre théorie vieille de plusieurs siècles de la souveraineté. Qu'est-ce qui est sous le contrôle de l'État, qu'est-ce qui est hors du contrôle de l'État, et, ce qui est un peu plus moderne, la théorie des droits des citoyens. Les citoyens, en matière de renseignement, les citoyens français ont plus de droits que je cherche une expression spartiate, mais les zélotes, enfin ceux qui sont à l'extérieur du système. Et donc, dans les systèmes, si on regarde la manière dont sont pilotés, contrôlés, il y a quand même cette question, c'est pas la frontière physique, effectivement, qui n'a plus grand sens en tant qu'en Europe, c'est le fait que franchir le pas et considérer que, alors soit donner les mêmes garanties, on peut y penser, les mêmes garanties aux étrangers qu'aux Français, soit réduire les garanties des citoyens français et les traiter comme des aliens, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Alors il y a des évolutions, il y a des atténuants. Je prends par exemple la loi allemande, c'est intéressant, d'octobre 2016, c'est une loi qui est de deuxième génération par rapport à la nôtre, de 2015, donc qui est plus moderne par certains aspects, adaptée aux besoins allemands. Eh bien, elle crée 3 catégories dans les droits qui sont, donc des droits qui sont, et donc des systèmes de contrôle qui bénéficient aux citoyens allemands, le vaste monde, donc là, peu de droits, et les Européens, catégorie intermédiaire, qui ont certains droits du point de vue de la législation allemande. Voilà. Donc on restera, je pense, alors sur la fusion, les Espagnols ont tenté ça avec le CNI qui a été créé après les attentats de Madrid en 2004. Les Suisses, il y a 2 ans, ont fusionné leurs services, mais on ne peut pas comparer. Par exemple, les Suisses, avec tout le respect qu'on doit à cette éminente puissance, n'ont pas d'ambition de projection à l'étranger comme nous-mêmes ou de responsabilité liée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors on a vu l'aspect organisation, on va maintenant commencer à voir les différentes phases du travail de renseignement. La première d'entre elles, celle qui est quasiment à l'origine, la collecte du renseignement. Alors on va surtout se concentrer, même si on a du temps, on ne peut pas tout faire, sur les sources humaines, ce qui parle le plus aux gens. J'ai noté dans votre ouvrage, M. Hayet, vous faisiez une comparaison avec le travail de journaliste en disant un espion traite des sources comme un journaliste, mais par contre, à la différence d'un journaliste, il oriente
sa source sur les recherches qu'il souhaite faire, il la rétribue éventuellement, et il peut transmettre quand il change lui-même de mission, parce qu'un espion a une carrière, et peut changer d'affectation, et il va transmettre à son successeur cette source. Il y a beaucoup de mythes sur les sources, on en a déjà un peu parlé à travers nos débats précédents. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous détailler peut-être quelles sont les différentes sources du renseignement humain? C'est moi. Allez-y, oui. Elles sont liées, les sources du renseignement humain, les sources humaines, hein, vous êtes dans ce domaine, elles sont liées à la diversité des missions des services. Si les services travaillent sur le terrorisme, ils vont aller chercher des sources qui peuvent leur apporter des informations dans le domaine. Si c'est du renseignement géopolitique, qui s'intéresse à une région particulière d'intérêt, elles auront ce profil-là. Donc là, il y a une grande diversité des sources qui répond aux besoins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la recherche humaine, puisque vous parlez de cela, c'est une activité indirecte de recueil d'informations. Parce que la modestie de l'officier de renseignement, l'officier traitant, puisque c'est l'expression qui est administrativement la bonne, c'est quelqu'un qui traite en effet une source. Donc on est dans une première dualité, l'officier traitant et la source. L'agent, et souvent l'agent, il est à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur, en principe. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a, quand je dis c'est une activité indirecte, il y a deux usines. Vous avez une première usine, un bon service de renseignement qui travaille en recherche humaine, eh bien, il recrute, il entretient, il nourrit, il développe, hein, il y a un aspect un peu fermier, un réseau de sources, et la valeur d'un service sur un sujet donné, à un moment donné, dépend de la valeur de ses sources. Hein, c'est un peu, on peut le dire ça aussi peut-être d'un réseau de contacts, je ne sais quelle profession. Bon. Et ce sont ces sources qui vont produire des informations, des renseignements, donc des renseignements non accessibles par d'autres manières, donc des secrets, qui seront eux-mêmes l'objet des analyses. Donc, vous voyez, c'est une activité à deux degrés. Donc un bon service, c'est un service qui gère de manière dynamique son potentiel de sources. Alors recruter une source, c'est pas une activité c'est pour ça qu'il y a un temps du renseignement. L'enseignement technique a son temps, mais celui-ci aussi, ça prend du temps, d'où l'importance de ce qu'on appelle dans le jargon l'orientation, c'est-à-dire que finalement les objectifs de sécurité de la France dans 10 ans, quels sont-ils? Ça va même au-delà des plans, des livres blancs, etc. Voilà. Et donc là, il y a un dialogue, c'est pour ça qu'il y a une direction de la stratégie, par exemple à la DGSE, un dialogue avec les autorités pour anticiper à cet horizon-là des besoins et donc créer l'usine qui convient pour répondre en matière de recherche humaine aux orientations des autorités. Alors, il y a un exemple, parce que souvent on va représenter la source, et on a un peu la même chose dans le journalisme. Vous savez, c'est le mythe un peu de la gorge profonde de la source qui vous amène la grosse info clé en main. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, souvent, vous allez récupérer, enfin les services de renseignement récupèrent des bouts d'informations auprès d'une source, vont le confirmer auprès d'une autre et reconstituer un puzzle. Et vous avez le problème, si j'ose dire, des mauvaises sources. Vous en évoquez quelques-unes dans votre ouvrage. L'exemple, l'archétype, l'agent double, ce médecin qui va aller se faire exploser dans le camp de Khost en Afghanistan et décimer la CIA qui n'imaginait pas que sa source pouvait en fait jouer un double jeu. Ou vous avez l'autre exemple que j'aimerais beaucoup que vous nous développiez parce que ça montre, au-delà des théories du complot ou des choses, c'est l'exemple de celui que vous appelez Curveball, qui est quelqu'un qui est un de ceux qui est responsable, si j'ose dire, de l'invasion américaine en Irak. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce cas-là? Parce que c'est très révélateur. On ne parle que des sources qui posent problème. Hein. Celles qui fonctionnent, qui sont productives, sont plus discrètes. C'est quand même, j'espère, l'essentiel. Mais la source à laquelle vous faites allusion, Curveball, c'est l'appellation de la CIA, c'est le pseudonyme de cette source. Nous sommes au début des années 2000, donc avant l'invasion américaine de l'Irak. C'est un ingénieur irakien qui échoue dans des conditions assez classiques dans un camp en Bavière de réfugiés.
Bon, et qui, pour justifier sa présence, son droit au séjour, commence à dire « j'ai des choses intéressantes à dire ». Bon, donc c'est les services allemands, dans un premier temps, qui le découvrent, et ils commencent à construire un récit, qui est un récit disant « mais moi, j'ai travaillé sur les programmes militaires irakiens, et les laboratoires mobiles d'armes bactériologiques ou chimiques, je connais, je sais ce que c'est, etc. » Et donc il construit un récit. Et là, emballement, c'est en effet une faute technique des services, c'est facile de le dire. Bon, mais la France a su repousser quelques offres alléchantes à ce même moment. Il attire l'attention des Allemands qui se précipitent en quelque sorte sur une source qui dit des choses qu'ils voulaient entendre, que l'Allemagne, enfin c'était l'ère du temps, on cherchait les preuves du vrai programme secret de Saddam. Mauvaise transmission aux services américains qui... coopération malmenée, ont accès aux renseignements, mais n'ont pas accès direct à la source, parce que les Allemands veulent protéger la source, et puis elles ne parleraient pas de la même manière aux Américains. Plusieurs agences américaines, renseignements militaires, CIA ensuite, tout ça monte gentiment en soufflé, et arrive, alors on peut toujours discuter sans fin des thèses sur pourquoi les Américains, quels étaient les vrais mobiles, et est-ce que le renseignement a compté ou pas. Toujours est-il que dans les fameuses preuves que Colin Powell, à la tribune des Nations Unies, à côté de Dominique de Villepin, a brandi, vous vous souvenez du PowerPoint, etc., ce sont effectivement les fausses preuves que cette source Curveball a apportées. Donc c'est très grave, ça fait l'objet d'un certain nombre d'analyses, ce qui prouve que quels que soient les noirs desseins politiques des autorités américaines de l'époque, il y a eu quand même des fautes techniques des services. Et alors, Olivier Chlopin, sur le cas de ces sources, on va venir sur le cas de la France. Alors, pour éviter d'être polémique, je préciserai que sur 2016 et 2017, quelques-uns des pires attentats qui ont pu être évités l'ont été grâce à des sources ou à des infiltrations, à un travail vraiment sur le renseignement humain. On ne rentrera pas forcément plus dans le détail. En revanche, on avait publié à Mediapart une enquête sur la vie quotidienne dans les services de renseignement il y a 2 ans, où on nous expliquait qu'au MI5, ils étaient 200 dans le service qui traitait les sources humaines sur la thématique de l'islam radical sunnite, et qu'en France, à la DGSI, ils étaient 10 pour cette même chose, et revenaient quand même de manière assez générale, et ça a même été dit des fois publiquement, pas seulement dans les articles de Mediapart, on parlait du traumatisme Merah. Donc, pour resituer, on se souvient que Mohamed Merah, ça avait fait l'objet de polémiques. Il va avoir, au retour de ses voyages en zone pakistano-afghane, va avoir un débrief avec la DCRI qui envisage de le recruter, qui finalement ne le recrute pas, mais quand quelques mois après, Mohamed Merah commet les crimes que l'on sait, ça a suscité une grande polémique, et ça revient très régulièrement dans les discussions des officiers de renseignement, notamment de la DGSI, cette espèce de chose sur maintenant nos chefs ont peur de la source humaine. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que c'est quelque chose comme ça, ce ressenti que cette histoire a pesé sur nos services de renseignement ces dernières années? Écoutez, honnêtement, je ne sais pas si je peux vous répondre comme si je savais ce qu'éprouvent les chefs des services français ou ce que ressentent les officiers de renseignement qui leur communiquent des sources. Reprenons un instant. Les Britanniques, effectivement, sont organisés très différemment de nous. Le MI5 fait quasiment que du renseignement, et notamment humain. Ils ont spécialisé les différents services. GCHQ, qui est l'équivalent de la NSA, ne fait que du renseignement technique. L'analyse de bas niveau est confiée au renseignement militaire, Defense Intelligence. L'analyse de haut niveau a un organe qui est directement placé dans Downing Street, qui s'appelle le Joint Intelligence Committee et qui anime tout un ensemble, toute une hiérarchie de groupes d'évaluation. Donc effectivement, MI6, c'est pareil, ça fait du renseignement, ça fait de l'analyse pour préparer le renseignement, la collecte et la production initiale de renseignements, notamment humains, très très fort. Donc effectivement, il y a toujours un regard aussi entre les services. Je pense que les services français aimeraient avoir autant de moyens que le MI5, tout en ne perdant pas l'accès à la structure préfectorale, les capacités de déployer des moyens techniques sur le territoire national,
et d'être eux-mêmes en production de la note ultime qui atterrira sur le bureau du ministre de l'Intérieur, du président de la République ou du Premier ministre, ou en région, des préfets et des préfets de police. Donc on est organisé différemment. Chaque pays s'est organisé d'une certaine manière et il n'y a pas de solution miracle. Le système britannique est réputé pour être assez efficace. Bon, il n'empêche qu'ils ont aussi des attentats sur leur sol, qu'ils n'arrivent pas à anticiper la totalité des menaces et qu'eux-mêmes suivent des sources ou suivent des objectifs, des targets, des cibles pendant des années que parfois ils vont aussi perdre ou qui vont s'actionner alors qu'elles étaient sous leur regard. Donc, sans doute que l'affaire Mera est un traumatisme, mais si vous voulez, si c'est un traumatisme, bon, un sociologue doit toujours écouter la façon dont son objet s'exprime, mais il ne doit jamais s'arrêter à la manière dont son objet s'exprime. L'affaire Mera est sans doute symbolique ou illustrative d'un des vrais problèmes organisationnels du renseignement, et notamment du renseignement de terrain, du renseignement au contact de la population en France, mais qui renvoie aussi à des phénomènes de structures lourdes, qui ont été l'abandon du renseignement territorial dans un certain nombre de réformes à partir du milieu des années 2000 et la tentative de reconstruction de cette capacité. Donc si vous voulez, quand vous questionnez les acteurs, c'est toujours des questions un peu personnelles, individuelles, de ressenti, parce que les fonctionnaires sont des êtres humains comme les autres et ils ont tendance à s'attacher à un certain nombre d'événements structurants qui vont leur permettre de penser leur action. Nous, en sciences politiques, on va essayer de décaler un petit peu le regard et de le généraliser pour aller traiter, notre métier c'est traiter des institutions et des rapports sociaux ou des rapports qui vont s'instaurer à l'intérieur de groupes humains. Autant que tout autre, mais avec quelques traits marqués, les groupes du secret, l'anthropologue Alain Deverbe a fait un très bon bouquin qui s'appelle Espion, qui est un peu ancien mais qui reste toujours extrêmement fertile et fécond sur ces questions-là. Il montre bien qu'il y a aussi des capacités dans l'univers du secret de produire des narratifs, des narrations qui vont donner du sens et qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une centralisation du renseignement et il y a une sorte de normalisation du renseignement. Comme le rappelait Yves Trottignon dans l'interview précédente, il y a 20 ou 30 ans, on était dans l'univers des barbouzes, des officines, d'un usage, d'une instrumentalisation par le politique d'une division des services et d'une guerre des polices pour le coup, afin que les services ne soient pas un lieu de pouvoir susceptible de menacer la République ou de perturber la vie politique du pays. On est complètement sorti de tout cela à partir des années 90 et il y a, ça peut rester, ça peut ressurgir de temps en temps, mais il y a une sorte de normalisation aujourd'hui. Comme le disaient Yves tout à l'heure et Philippe, nos étudiants à Sciences Po, lorsqu'ils étudient la sécurité internationale, peuvent très bien envisager de faire une carrière dans le renseignement. Ça leur paraît pas bizarre, ça leur paraît pas totalement exotique. Il peut y avoir un certain nombre de fantasmes attachés à ça, mais il y a presque l'idée que c'est devenu un métier ou une fonction publique un peu comme les autres. Au travers de ça, se joue une tension très forte parce que c'est une action très spéciale. Ça n'est pas normal. Vous jouez sur la clandestinité, sur le secret, sur effectivement un certain nombre de distorsions morales ou juridiques qui sont au cœur de votre métier. Donc l'idée par exemple, qu'on est en permanence en faiblesse en France sur le traitement de nos sources, qu'elles nous échappent ou qu'on n'est pas capable de les traiter, c'est à la fois une réalité organisationnelle qu'on est en train d'essayer de résoudre, mais qui va prendre 5, 10, 20 ans. Philippe Hayet disait à l'instant, voilà, les Allemands en sont à une loi de 2e génération, ils en auront de 3e génération. Nous, on est dans des lois de 1re génération avec la loi de 2015 sur le renseignement. On vient à peine de commencer ce travail de transformation et de réforme. Oui, pour revenir à cette relation microéconomique entre la source et son officier traitant, il y a un mot qui est très important, je ne crois pas qu'il ait été employé ce soir encore, c'est le mot de manipulation. Alors manipulation, notre éducation fait qu'on considère que c'est pas bien, manipuler, tu manipules, etc. Bon, c'est un terme qu'il faut prendre de manière technique. La manipulation, c'est effectivement, entre guillemets, jouer avec quelqu'un pour parvenir à ses fins. Bon, et en ce sens, le renseignement relève un peu, pardon de cette référence, mais on citait Steiner tout à l'heure, Roland Barthes au fragment d'un discours amoureux. Il y a ce côté, oui, séduction mutuelle, on voit bien que, pas psychologue de la vie des couples, mais il y a quelque chose à trouver en lien.
Qu'est-ce qui fait qu'on réussit, qu'on rate, au niveau microéconomique, je le dis, au-delà des organisations générales, c'est le professionnalisme. Le renseignement est un métier, ce sont des techniques qu'on apprend, et il faut avoir une démocratie qui souhaite se défendre, doit avoir des professionnels de haut niveau. Il n'y a pas de dîner, je veux dire, on n'est pas une espèce de seigneur comme ça, tout petit déjà. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se gère, qui se transmet. Ça ne se fait pas. Il y a des formations qui durent longtemps. Hein, on ne sait pas juste, on sort pas de Sciences Po pour manipuler des sources, au cas où certains en auraient cette illusion. Il y a un long temps. Il y a un service que je connais mieux que les autres qui prend plusieurs années pour fabriquer des officiers traitants. Plusieurs années. Hein, voilà. Vous voulez nous dire combien de temps à peu près Plusieurs années, parce que alors, si je peux vous dire pourquoi. Parce que, et ça c'est un écho à ce que disait Olivier sur l'organisation à Londres, nous, notre principe, en tout cas pour l'enseignement extérieur, c'est de considérer qu'il ne doit pas y avoir de clivage trop fort entre, puisque vous vous intéressez aussi à ce sujet, entre la recherche et l'analyse. Donc c'est le yin et le yang. Nous, on fabrique, je ne parle pas des ingénieurs ou des techniciens, on fabrique d'abord des analystes, avec des têtes bien faites, et de ces analystes, on prend, pour ceux qui le souhaitent, qui en ont les aptitudes, il y a des exigences très particulières en termes d'emploi du temps et de vie, on forme des officiers traitants, des officiers de renseignement. Voilà. Donc, et ça, c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que, dans un premier temps, on va devenir un analyste, on va apprendre à... Et c'est utile parce que finalement, c'est l'analyste qui oriente, c'est pas l'art pour l'art, hein, c'est l'analyste qui oriente l'officier traitant, et c'est l'officier traitant qui produit pour l'analyste. Donc ça a du sens que dans tout officier traitant sommeille un analyste. Alors on poursuivra cette conversation sur l'analyse dans quelques instants. Je voudrais revenir, là aussi l'actualité s'invite un peu dans notre Mediapart Live qu'on avait programmé depuis quelques temps, sur l'affaire qui a défrayé les chroniques ces derniers jours de l'espionnage présumé chinois, avec 2 personnes de la DGSE qui ont été mises en examen pour trahison et écrouées. Alors, je précise que M. Hayet, étant un ancien de la DGSE, est soumis à un devoir de réserve. On va demander à M. Chopin, qui n'est pas dans le secret des dieux, donc qui ne peut pas avoir toutes les réponses, mais il y a un questionnement qu'on a tous eu, c'est-à-dire cette affaire date des années... l'origine de cette affaire remonte aux années 80 de mémoire. Le journaliste Franck Renaud, dans son livre « Les diplomates » paru en 2010, la révèle, la rend publique, c'est-à-dire ça devient en sous-ouverte, et c'est seulement 7 ans après qu'il va avoir une concrétisation judiciaire avec la mise en examen de 2 personnes. Bon, l'un était à la retraite depuis un certain temps. Olivier Chopin, de là où vous êtes, et encore une fois, on ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais qu'est-ce que ça suscite comme réflexion, ou est-ce que vous avez une idée, une justification qui pourrait expliquer pourquoi ça a pris tant de temps, et si c'est normal, si c'est... Alors vraiment, j'ai aucune idée, et c'est une excellente question, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est assez mystérieux, et on sera tous très heureux quand on en comprendra les ressorts. Pourquoi est-ce qu'il y a une judiciarisation maintenant, enfin fin 2017, de cette question ? Honnêtement, je n'en sais rien. C'est d'ailleurs assez atypique que les autorités françaises décident de porter ce type de questions en justice. Mais justement, au fond, je pense que si on regarde l'ensemble des cas connus relatés par la presse ou vraiment creusés par un certain nombre de vos confrères et vous-même, on observe qu'il y a très très peu de judiciarisation. C'est-à-dire des questions comme ça, il doit y en avoir plusieurs autres dans d'autres livres d'investigation qui sont en attente et qui remontent aux années 2000, aux années 90, aux années 80. Donc là, le mystère, c'est plutôt pourquoi est-ce que c'est judiciarisé maintenant que ce phénomène d'affaires d'espionnage qui sont souvent connues, mais qui, comme le disait l'ambassadeur dans la première table ronde tout à l'heure, vont rarement jusqu'à la justice, parce que c'est rarement l'outil privilégié de cet univers de sécurité pour résoudre ces problèmes. Au pire, on déclare un certain nombre d'espions persona non grata, on se fait quelques échanges. C'était arrivé même entre alliés proches comme la France et les États-Unis en 94 suite à des questions d'espionnage économique. Si je me souviens bien, c'était Charles Pasqua qui était à la manœuvre. C'est arrivé plus récemment avec les Russes après l'affaire Skripal. C'est-à-dire que
dans l'univers de la sécurité en général, il y a très peu d'effets de politisation partisane. Ça évolue maintenant avec le terrorisme, bon, c'est une autre question. Et il y a très peu de judiciarisation, c'est relativement rare. Donc là, franchement, je ne peux pas vous répondre sur pourquoi ça se déclenche avec tant de retard. L'autre question un peu miroir, c'est pourquoi ça se déclenche si rarement. Pourquoi est-ce que la judiciarisation n'existe pas tant que ça? Combien avons-nous eu de grandes affaires d'État qui ont été vraiment parfaitement documentées par les journalistes, mais qui ont eu très peu de traductions judiciaires et très peu de condamnations à la fin. Parce qu'en France, il y a une articulation du judiciaire et du politique qui est très particulière. Et effectivement, comme le disait Philippe tout à l'heure, la souveraineté reste encore dans notre pays un domaine, enfin un concept extrêmement fort. Le renseignement relève des opérations de souveraineté, comme l'action militaire à l'extérieur. Et il y a quand même cette notion, même si l'état de droit au sens libéral progresse très fort et que l'État se soumet de plus en plus au droit commun, le renseignement reste quand même un domaine dans lequel le pouvoir judiciaire a peu de place en termes de contrôle. Et il y a même au contraire, on le sait dans les questions de terrorisme, une forme de coordination entre le policier et le judiciaire sur les questions justement d'anticipation de la menace et d'entrave des menées terroristes en amont. Donc on n'a pas du tout organisé le judiciaire comme un outil de contrôle démocratique des services secrets, si je puis dire. D'accord. Alors, Monsieur Hayet, encore une fois, on ne va pas du tout vous demander de vous exprimer sur cette affaire, mais je m'en voudrais de ne pas vous mettre un petit peu en difficulté quand même ce soir. Non, par contre, il y a une question plus sérieusement qu'on peut se poser, c'est comment fait un service de renseignement pour justement détecter la DGSE, je ne sais plus les effectifs en tête, vous pourrez nous le rappeler, mais c'est plusieurs milliers d'hommes, la DGSI c'est pareil. Comment fait-on pour détecter justement que un de ses propres officiers, un de ses propres espions, a été lui-même recruté par une puissance étrangère? Est-ce que c'est des coups de sonde réguliers? Ou est-ce que ça part vraiment d'une enquête à chaque fois très précise? Comment ça se passe? Sur le plan théorique, je n'ai pas d'éléments sur cette affaire et je n'aime pas les conjectures, mais il y a deux filets, si vous voulez, et puis le filet est percé ou pas. Il y a un premier filet qui est que, comme dans une banque, comme dans une compagnie sensible, ces services ont un service de sécurité intérieur, qui assure la sécurité et donc qui veille à ce que les emprises, les habilitations, etc. fonctionnent. Donc c'est un premier filet. Et puis il y a un deuxième filet pour les services intérieurs et extérieurs français, qui est leur unité de contre-espionnage. Bon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, un peu comme en matière de cyber, le contre-espionnage, en tout cas, est une fonction qui a été un peu sous-estimée, on le sait maintenant, mais qui n'a pas disparu. Et par exemple, pour le service extérieur, le contre-espionnage comprend une notion offensive. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes, entre guillemets, dans le service adverse, si tant est qu'il y ait des services adverses avec lesquels vous coopérez par ailleurs, que vous savez et que vous détectez si, sans faire de roman, votre service a été menacé. Et donc, une partie des affaires qui ont été démasquées, des grandes affaires, guerre froide, etc., c'est pas le service de sécurité premier niveau, c'est le contre-espionnage qui, à l'occasion d'une opération, d'un recrutement, d'un archiviste, d'un ancien, etc., a réussi à comprendre qu'il y avait des fragilités, des faiblesses. Ça peut prendre des années. Donc ça peut expliquer aussi que des affaires qui ont été allusivement évoquées prennent une tournure beaucoup plus profonde parce que des éléments nouveaux liés à une activité de renseignement sont arrivés. Mais il n'y a pas de barrière étanche en vérité. Donc, bien sûr. Alors, l'heure tourne. Je ne pourrais pas poser toutes les questions que je voulais sur l'analyse, mais vous l'avez déjà un petit peu abordé. Moi, j'aurais juste une question par rapport à l'analyse, donc qui va être, en schématisant, la deuxième phase. C'est-à-dire qu'on a collecté, un service de renseignement a collecté des informations et après, il faut les analyser. J'aurais une question qui s'adresse aux deux, qui est d'actualité, qui est contemporaine. C'est qu'on est dans une ère du big data et donc les services de renseignement récupèrent, que ce soit source humaine ou renseignement technique, une masse de données extraordinaires, telles qu'ils n'en ont jamais eu. Et pareil, lors de notre enquête sur les services de renseignement et leur vie au quotidien, on avait des analystes qui nous disaient, mais le problème, c'est qu'on a presque
trop de données et il faut arriver à faire le tri. Donc, comment le travail d'analyse, qui est quelque chose de très pointu, vous l'avez abordé tout à l'heure, comment ça peut s'adapter à ce problème, entre guillemets, de presque trop plein d'informations? Est-ce qu'il y a... Réponse courte, parce que sinon on s'adapte. Enfin, les analystes s'adaptent. Ils s'adaptent simplement comme les sociétés de bourse se sont adaptées dans les années 80 quand les outils d'analyse des marchés financiers se développaient, outils techniques déjà à l'époque, en mélangeant du micro et du macro, c'est-à-dire qu'il y a de l'analyse de valeur d'une information, et puis il y a une analyse de système, de flux, de profils généraux, sur des flux de données, par exemple, et naturellement appuyé sur des ordinateurs, sur des capacités techniques. Il n'y a pas de secret, c'est un défi, vous avez raison de relever, mais une des réponses, en tout cas que nous retenons, d'après ce que je comprends en France, c'est de bien colocaliser, de bien mélanger les analystes de contenu et les analystes de données. C'est-à-dire, en fait, les profils sciences humaines et les profils techniques, d'ingénieurs. Et on les fait travailler ensemble, car voilà, ils sont très complémentaires. Je crois que ça peut donner des résultats, mais il y a évidemment un risque dans ce domaine comme dans d'autres de saturation et de déferlement. Pour présélectionner au sein des masses de données, les données qui mériteront après d'être analysées. Parce que ça, des robots pourraient tenter de le faire. C'est plutôt pour faire des analyses de flux, des analyses quantitatives. Vous avez sur une population d'informations, une population de données, des grands nombres, bien sûr, des patterns, des modèles qui se dessinent et il faut comprendre la technologie, il faut être formé sur la technologie, l'économie, la technologie d'Internet pour le comprendre. D'Internet, même sur des sources ouvertes. Voilà. Donc c'est une orientation qui fait que par rapport au romanesque dans lequel nous étions il y a quelques minutes, ce métier devient un métier d'industrie lourde, un métier technologique, et où même l'analyste, spécialiste de telle secte, de telle région, etc., doit avoir une culture technique. D'accord. Monsieur Chopin, vous aviez... Oui, tout à fait. En outre, il y a vraiment des cultures nationales assez différentes. C'est-à-dire, comme le disait Philippe tout à l'heure, en France, l'analyse est au cœur même de la formation initiale de l'officier de renseignement, et la capacité, on le conçoit quand même dans un schéma d'ailleurs assez cartésien, comme à la fois la capacité de débrouiller les éléments complexes en organes simples qui peuvent être combinés et analysés les uns les autres, et puis aussi cet art de la synthèse, de produire une note qui va avoir une signification en elle-même et qui va être éventuellement opérationnalisable. L'analyse au Royaume-Uni, c'est vraiment un process très particulier qui est immédiatement intégré à la dimension politique du renseignement, c'est-à-dire qu'il y aura une différence vraiment entre la captation, l'archivage, l'enquête, la recherche qui va être fait par les grands services qu'on connaît, le MI5, le MI6, etc. Et puis tout ce travail d'arrière-plan qui est quasiment jamais évoqué, qui est un travail en mode un peu pyramidal, de production, de consensus, de dissent, qui va éclairer la décision politique de Whitehall et du 10 Downing Street, du Premier ministre et de ses grands ministres. Aux États-Unis, la question de l'analyse, elle est traumatique, parce que c'est prétendument un défaut d'analyse qui a quand même mené au drame du 11 septembre, puis c'est une perversion de l'analyse, on ne revient pas sur Curveball, mais c'est de cette affaire-là, qui a mené au drame du 11 septembre. Dans la science du renseignement américain, l'analyse, c'est 80% de la recherche que nos collègues font publiquement sur le renseignement. Il y a une sorte de science de l'analyse qui est même parfois presque autoréférentielle et un peu hypnotique ou un peu obsédante aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un bon analyste? Comment on l'améliore et comment on tient compte justement de deux effets de production de masse absolument incroyables aujourd'hui. La captation par des moyens techniques qui produit des données dans des masses ingérables dont on ne comprend même pas les chiffres, avec des puissances 10 000 partout, et le renseignement ouvert, c'est-à-dire l'immixtion du renseignement que vous allez chercher avec des capteurs spéciaux et des moyens spéciaux dans un environnement d'information et de data qui est beaucoup plus disponible et qui doit faire sens à un moment donné. Donc en France, je pense qu'on est vraiment effectivement dans un travail de définition d'une vision de l'analyse et d'une vision de la donnée qui va correspondre à notre mode d'organisation, mais qui est aussi lié à la politisation au sens noble du terme, c'est-à-dire à la capacité de ce renseignement de faire sens pour un décideur ou pour un acteur politique ou militaire à la fin. D'accord.
Alors, on va venir, troisième phase, donc les opérations clandestines, donc c'est le propre d'un service extérieur. Là encore, on va peut-être pas faire aussi long que ce qu'on avait prévu à la base, mais moi j'aurais une question à vous poser qui peut paraître un peu provocante et un peu grosse, mais par ailleurs, dans ce contexte d'attentat où on a entendu tout à l'heure ce que Éric Rochant disait sur les réactions politiques et sur la folie collective, y compris de nos politiques, et qui me semble pas totalement idiote. Là, c'est des œuvres de fiction qui, je dois le dire, m'ont soulevé et amené ces questions mieux que ce que nous, on peut faire. La dernière saison du Bureau des légendes, justement, montre un agent infiltré du FSB, donc le service de renseignement russe, au sein de l'État islamique, qui, pour garder son rôle, qui, pour monter dans la hiérarchie et donc avoir encore plus de connaissances et de renseignements sur ce que fait et projette l'État islamique, va commettre des exactions, va participer à des crimes en même temps que n'importe quel djihadiste. Et l'autre œuvre de fiction, c'est la deuxième saison de Baron Noir, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on voit, vous savez, on parle régulièrement dans la presse des opérations homo, donc ces opérations homicides projetées à l'extérieur, et dont un récent président de la République a fait grande publicité. Et dans le Baron Noir, on voit, et donc ça pose une question, une opération homo pour empêcher un attentat, une opération homo commanditée par le politique et qui se réalise à l'intérieur même de nos frontières. Est-ce que ces choses-là, donc bien sûr ce sont des œuvres de fiction, vous allez me dire, mais est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Quelles sont les limites éthiques que les services de renseignement français s'imposent, vu qu'on est de toute façon dans l'illégalité sur une opération clandestine? Quelles sont les limites éthiques et est-ce que ce genre de choses ne restera à jamais que de la fiction ou est-ce que c'est envisageable? Alors c'est compliqué, parce qu'on va essayer de faire court. On peut prendre le temps sur cette l'action clandestine n'est pas le propre de tout service de renseignement et vous avez cité un service français, mais il y a un certain nombre de démocraties qui considèrent que c'est off-limit. Bon. En France, on considère que cette pratique correspond à notre vision politique, comme c'est le cas au Royaume-Uni, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en Israël, mais pas comme c'est le cas en Allemagne, par exemple. Bon, donc déjà, c'est une autre catégorie. On ne joue pas dans la même division. Bon. Une fois qu'on a dit ça, l'action clandestine, alors vous parliez d'illégalité, on n'est pas dans l'illégalité, puisqu'il faut que les choses soient très claires. Il n'y a pas d'action clandestine désormais en France, ou alors s'il y en a, c'est une faute, sur le territoire national. On est sur l'action clandestine dans un monde qui n'est pas régulé. C'est illégal, en effet, comme l'est le recrutement d'un fonctionnaire étranger, parce qu'on piétine des lois nationales, mais ça n'est pas contraire à nos lois, puisque les lois, les textes normatifs français prévoient le mot qui est un mot un peu cache-sexe. C'est le mot qui figure, par exemple, dans le décret constitutif de la DGSE en 82, qui est le mot d'entrave. Le renseignement, ça ne sert pas simplement à informer, ça sert aussi à déjouer, entraver, contrarier des projets terroristes ou ce que vous voulez. Alors après, l'action clandestine, s'il y a bien une chose qui doit être contrôlée politiquement, c'est ça. On est dans... je n'imagine pas, personnellement, je n'ai pas d'éléments sur ce que le président de la République peut dire, etc., mais je n'imagine pas d'action clandestine qui soit de l'art pour l'art, qui soit une initiative. Si c'est le cas, il faudra en tirer les conséquences. Ça ne peut être qu'une volonté politique d'utiliser un outil très particulier à l'étranger et dans des conditions qui sont de première importance. Donc on est dans une espèce, vous posiez des questions éthiques, alors je ne veux pas dire que les gens sont sans âme, mais de casuistique. C'est d'abord une responsabilité des autorités de justifier le recours, s'il le faut, devant la représentation nationale, devant l'histoire, ce que vous voulez, à cette arme. Et ensuite, c'est un art d'exécution particulièrement exigeant, puisque c'est de la haute tension, c'est un travail qui se fait dans des conditions extrêmement périlleuses. Bon. Et donc, ensuite, et je m'arrête là,
L'action clandestine, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous parliez d'action homo, etc. Ça peut être une entrave de cette nature, même si c'est plus la fiction qui entraide, parce que telle personne d'un réseau de crimes organisés, de prolifération, de terrorisme, est une personne qui est clé, dont il faut déjouer pour longtemps les projets. Mais ça peut être aussi, alors, au temps de la guerre froide, on était dans l'hubris des coups d'État, des renversements d'États africains ou ailleurs, etc. Enfin, chacun connaît son histoire. Ça peut être aussi une action clandestine, aller chercher des journalistes à l'étranger pris en otage. C'est une action clandestine, ça n'est pas juste du renseignement. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a toute une gamme qui peut être débattue devant l'histoire, encore une fois, sur le plan des principes moraux. Je pense que c'est d'abord la preuve que le renseignement est une affaire politique. Monsieur Chopin, vous avez... Pour vous, est-ce que les services français, est-ce que se posent plus de limites ou autant ou pas du tout par rapport à d'autres services étrangers? C'est-à-dire que c'est le rapport entre la loi, le rapport de la loi et de la raison d'État, si vous voulez. Si normalement, dans le cadre de leur action régulière, bien qu'elle soit spéciale, les services ne sont pas censés aller jusqu'à des actions légalement répréhensibles comme de l'assassinat politique ou des choses comme ça. Si à un moment donné quelqu'un en prend la décision, effectivement c'est quand même souvent sur décision politique du plus haut niveau, parce que c'est un acte de souveraineté qui renvoie à une des définitions de la raison d'État, qui est la captation par l'État de cette liberté qui relève théoriquement, d'ailleurs chez les juristes, du même type que le pouvoir constituant, de maintenir coûte que coûte l'intégrité de l'État et de la nation face à une menace sérieuse. Donc on va s'autoriser de passer outre la loi et la morale dans l'idée d'un intérêt réellement supérieur. C'est le fameux salus populi suprema lex, mais qui est aussi convoqué par des penseurs libéraux, pas seulement par les théoriciens de la dictature romaine. Donc il y a cette notion, si vous voulez, à un moment donné, si c'est justifié par une menace immédiate ou spécialement grave, on peut passer outre. Est-ce qu'on le fera au titre de la loi ou dans le cadre de la loi? Certainement pas, c'est pas possible. Donc là, on va effectivement sortir complètement. Les Américains avaient totalement tenté d'encadrer cela à partir de... Il y a eu une grande compétition entre le Congrès et la Maison-Blanche à partir des années 70 et des grandes affaires liées au Watergate et des grandes commissions américaines. Et sous Bill Clinton, au début de son second mandat, il y a des textes qui imposent aux services de renseignement américains de limiter et d'abandonner tout un certain nombre de pratiques répréhensibles légalement et moralement, qui sont toutes les pratiques qui seront restaurées en package, si on peut dire, dans le fameux Patriot Act en 2001. En France, comme au Royaume-Uni, nous sommes des États de droit, et les services se conforment, autant qu'on le sache, autant possible à ces principes. Après, voilà, François Hollande, dans son livre « Un président ne devrait pas dire ça », admet le fait qu'il ait ordonné des éliminations ciblées en Syrie, en détail le principe et le fondement, mais il le décrit comme des opérations, des actes de souveraineté, en quelque sorte, qui relèvent de l'esprit de sa fonction présidentielle, qui est d'être la clé de voûte des institutions et le garant ultime des intérêts de la nation. On est sur des questions extrêmement complexes, parce que, évidemment, derrière ces potentialités ou cette hypothèse demeure toujours le risque de la corruption politique, pas économique, mais de la corruption du régime et de la dégénérescence des institutions qui pourraient s'éloigner de leurs principes, de leur fondement, qui est quand même lié aux droits de l'homme. Et donc, comme le disait Philippe Hayet, les Allemands font une loi de deuxième génération qui va inventer en quelque sorte l'idée d'intermédiaire entre l'étranger et le national, qui serait l'espace européen. Bon, il y a une logique liée à l'Union européenne, à la Convention européenne des droits de l'homme, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui impose aux États de se moraliser en quelque sorte sur ces questions-là. Mais l'action spéciale, l'action réellement clandestine, pas seulement secrète, mais celle qui échapperait à la loi et à la morale, relève quand même de l'exceptionnel, quand bien même ça se réitérerait de manière quasi régulière ou avec une fréquence de plus en plus intense, comme lorsque nous sommes dans des opérations antiterroristes internationales de grande ampleur. D'accord. Alors,
On déborde, mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question qui permet de boucler la boucle. On a vu les différentes étapes du métier d'espion. Il y a la question du contrôle externe des services de renseignement et de son action. On vient de parler de ce qui pouvait être clandestin. On a souvent pointé à Mediapart, alors, étant entendu qu'on est bien sûr sur une matière des services de renseignement et que tout ne peut pas être rendu public, c'est bien naturel. En même temps, quand on regarde, à propos de la question des attentats, quand on regarde ce qui s'est fait dans différentes démocraties, les Américains, après le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le 11 septembre, qui est très dense, avec des choses qui sont cachées, qui ne sont pas rendues publiques, on sait quand même que telle réunion, le tel jour a eu lieu, que telle et telle personne était là, et pourquoi un tel était partisan de droner Ben Laden en 98, tel autre, pourquoi il ne l'était pas. On a des arguments, et on peut savoir reconstituer ce qui s'était passé, et comprendre et analyser. Je vais être un poil caricatural, mais si on prend le rapport d'enquête parlementaire français sur les attentats de 2015, et ce n'est pas une critique sur l'ensemble du travail qu'ils ont fait, mais quand on regarde les supposées failles des services de renseignement, en gros, il y a 2 failles qui sont pointées, c'est de la faute des services grecs et c'est de la faute des services belges. Quand on vient de se prendre 2 ou 3 attentats et qu'on a 150 morts en un an, il ne s'agit pas de pointer du doigt un homme ou un service plus qu'un autre, mais de regarder, est-ce qu'il n'y a pas là un problème intrinsèque, c'est-à-dire les politiques n'ont jamais trop voulu savoir, voulu comprendre ce que c'était que le renseignement, ou alors les chefs des services ont toujours été su garder leur précaré. Est-ce qu'il n'y a pas un manque dans notre démocratie à nous? Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse là sur le contrôle, ou est-ce que et par ailleurs, j'ai cité l'exemple américain, mais je crois que les Anglais ont fait un rapport aussi qui était remarquable sur les attentats de 2005, où les choses étaient dites. Donc, est-ce que nous, on n'a pas là aussi un retard et qu'on pourrait s'inspirer de nos petits voisins de temps en temps? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Jopin? Je vous vois sourire. Oui, alors il y a à nouveau voilà le poids du régime et de la Constitution pèse beaucoup. Les services de renseignement américains ont 2 tutelles. Ils ont fonctionnellement un reporting immédiat au président des États-Unis et à un certain nombre de ministres de la Défense, le secrétaire d'État, le département de la Justice. Mais ils sont aussi tous nommés et responsables devant le Congrès, qui a des pouvoirs dits de subponéa et d'investigation qui sont incommensurables avec ceux qui existent en France notamment. Il y a beaucoup de systèmes de contrôle qui sont plus poussés que les nôtres, notamment en Europe. Il y a quelques années, avec des collègues, on avait fait une étude pour le ministère de la Défense qui est en ligne, une étude de l'IRSEM sur le contrôle des forces armées et de leur action. Il y avait une section sur le renseignement et on montrait comment, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, il y a des mécanismes de contrôle parlementaire, notamment ou juridictionnel, qui sont beaucoup plus poussés qu'en France. On observe quand même dans tous les cas que lorsqu'on en arrive au contrôle formel, c'est qu'une tension politique entre les services et les gouvernements est allée jusqu'à ce que ce contrôle formel soit déclenché. Dans la quasi-totalité des cas, le contrôle se fait en amont du contrôle formel, dans des discussions informelles et interpersonnelles entre les chefs de service, des parlementaires, des juges ou les grands hauts fonctionnaires de ces différents États. Et par exemple, le Parlement britannique, les gens de la commission du contrôle du secret britannique disaient notre authentique pouvoir, c'est le pouvoir d'embarrasser le gouvernement si jamais il refuse de nous expliquer un peu ce qu'il fait avec ses services. Mais nous essayons de ne jamais en arriver aux affaires formelles, à la publicisation et encore moins à la politisation de ces questions-là. Pour le cas français, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que nous avons démarré plus tard que les autres la mise en forme d'un système de contrôle formel avec une instance à l'Assemblée nationale, une autre à l'Élysée, un contrôle, une inspection des services auprès du gouvernement.
Donc on est parti un peu plus tard, à partir d'un schéma qui se déclenche en 2008 et qui devient effectif en 2015. Et on n'a pas encore cette culture du contrôle. Après, on mélange deux choses. Enfin, dans votre question, il y a le deuxième aspect, c'est la non-reconnaissance de l'échec. Vous l'avez très bien observé, on a des ministres de l'Intérieur qui, après qu'il y ait 130 morts ici et 80 là, dans les rues de France, nous expliquent qu'il n'y a pas de faille et nous avons fait ce que nous devions et en quelque sorte tout va bien. Je ne dis pas qu'il y a eu des failles et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'on aurait dû faire autrement, je n'ai aucun titre à juger de ça. C'est très compliqué d'avoir des autosatisfecit face à des échecs aussi probants. Mais ça renvoie à mon avis encore à une des dualités de l'État aujourd'hui, qui est confronté à un problème quasi insoluble. Il faut maintenir l'idée que l'État est en quelque sorte tout puissant, ou du moins les hommes politiques qui incarnent ces fonctions régaliennes estiment qu'un discours de l'infaillibilité sera la condition, en quelque sorte, pour le maintien d'une confiance du peuple dans les institutions. Mais effectivement, ça devient absolument criant que c'est plus le bon modèle dans la société ouverte que nous sommes et dans les progrès de l'état de droit qui affectent l'administration française en général. Cette position est de moins en moins tenable. Donc ce paradoxe est là, on crée en permanence, on essaie de restaurer l'image de l'infaillibilité et de la puissance qui est liée à une certaine doctrine de la raison d'État, alors qu'en fait l'État se trouve parfaitement confronté, comme tous les autres gouvernements des régimes occidentaux, mais aussi d'autres puissances qui sont affectées par le terrorisme et qui sont en phase de démocratisation ou qui sont des régimes autoritaires, face à des menaces comme ce terrorisme ou ce djihadisme qui affecte de nombreux pays. Il n'y a pas de réponse sécuritaire simple et c'est très très dur de maintenir un sentiment de sécurité. Donc là, on est, je pense, effectivement dans une forme de schizophrénie communicationnelle assez forte et qui a cet effet de bloquer effectivement des enquêtes, des commissions qui permettraient de faire la lumière. Mais que ce soit la commission Keane aux États-Unis en 2004 ou que ce soit la commission Chilcot que vous citiez au Royaume-Uni plus récemment, un fait notable, c'est que ce ne sont pas des commissions parlementaires, ce ne sont pas des commissions régulières ou permanentes, ce sont des comités qui ont été montés de manière ad hoc pour adresser un problème politique qui est hors contexte et qui est hors norme. Et c'est vrai que le terrorisme nous oblige à nous situer toujours à la frontière de l'intégrité de nos régimes politiques et à cette frontière entre la souveraineté et le droit, l'action et le respect des règles formelles. Sur le Mediapart Live, on a aussi un contrôle externe qui s'exerce de manière très forte en régie. On me fait signe qu'il faut qu'on arrête. Vous m'en excuserez, mais je tiens à remercier déjà messieurs Chopin et Hayet. Ce ne sont pas des gens qui courent les plateaux télé. Leur parole est plutôt rare et d'autant plus précieuse. Donc merci de nous avoir fait l'honneur de venir. Merci aussi à messieurs Rochant et Trottignon qui nous ont permis d'aborder la question de la représentation fictionnelle des services de renseignement. Et merci à messieurs Blanche-Maison et Girnov qui nous ont permis aussi d'aborder la délicate question russe.